Christian Prudhomme, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Merci de nous amener évidemment ce grand spectacle sur la ligne de départ du Grand Prix de Monaco. Incroyable. Incroyable, il n'y a pas plus fort. Ah oui. C'est absolument merveilleux. Le Grand Prix le plus célèbre au monde, le Grand Prix de Monaco. Les coureurs qui s'élancent l'un après l'autre. Et ensuite, bien sûr, le tunnel à l'envers avant de monter vers la Turbie, puis le Col d'Aise et de basculer vers Nice. Rien de plus normal pour la plus grande course au monde de cyclisme. Je ne sais pas s'il y a rien de plus normal, mais en tout cas, c'est un vrai bonheur pour nous de revenir à Monaco. Nul n'a oublié, et en tout cas pas moi, c'est une certitude, le grand départ de 2009 et puis la légende du Tour de France. Si le Tour de France redémarre en 1947, c'est parce que la famille Grimaldi, lors d'un Monaco-Paris, paye l'hébergement à tous les coureurs. Le Tour de France repart l'année suivante. 1964, la rivalité Anquetil-Poulidor. On parlait évidemment d'abord du Puy-de-Dôme, mais c'est parce qu'ici à Monaco, Raymond Poulidor, qui n'avait pas lu le livre de route, a sprinté au premier tour sur la piste sans cendrée du Stade Louis II, qu'au deuxième tour, Jacques Anquetil, qui avait lu le livre de route, a gagné 1 minute de bonification à l'époque, et à Paris, 55 secondes d'écart simplement. Donc Monaco fait vraiment partie aussi de l'histoire du Tour de France. Toujours heureux, fier de diriger une telle épreuve, parce que c'est beaucoup de monde, c'est des milliers de sourires. 3650 combien? Alors 3500 km de sourires et en 2024, 3498 parce que c'est la distance de ce Tour de France. Oui, une distance qui ne change pas, bien sûr. On restera toujours à 3 semaines dans l'histoire du Tour. Ah bah écoutez, nous le souhaitons, nous en tout cas. Dans l'histoire du Tour, vous savez que ça a commencé avec 6 étapes, c'était complètement différent. Le Tour a toujours évolué. Mais oui, 3 semaines, 21 étapes, 4 week-ends et le Tour de France Femmes qui est décalé cette année pour cause des Jeux Olympiques, mais qui est une 4e semaine formidable avec Marion Rousse à sa tête. C'est un Tour de France très complet finalement, parce qu'on a eu de sacrés sprinteurs, 3 victoires chacun, entre Bini, pour les intimes, Binyam Girmay, avec Philipsen qui est une vedette maintenant grâce à Netflix, c'est arrivé aussi, ça c'est important dans la télévision. Et puis il y a évidemment ces victoires de Pogacar qui signe des victoires à la Merckx quand même. Il cannibalise un peu le Tour. Oui, mais il attaque. Donc la perception est très différente puisqu'il attaque parfois de loin et même souvent de loin, de très loin. Et donc voilà, sachant que aussi les champions d'aujourd'hui et notamment Pogacar sont là du début à la fin de la saison. Ils ne sont pas uniquement focalisés sur le Tour de France comme à une certaine époque. Pogacar domine fin février, début mars et il va encore gagner le Tour de Lombardie en octobre en gagnant des classiques et les grands tours. Donc bien sûr on fait référence aux plus grands et notamment à Eddy Merckx, on verra ça dans quelques années. Le palmarès d'Eddy Merckx c'est pour l'instant sans équivalent bien évidemment. Mais tous les gens qui attaquent, je le vois notamment sur le podium à chaque soir, il est formidablement applaudi, il est ovationné tous les soirs. Qu'est-ce que vous pouvez changer, améliorer ou peut-être garder la même copie pour la suite des événements? C'est-à-dire un début quand même musclé, toujours de la haute montagne, de toute façon c'est compliqué de faire différemment pour le Tour de France. L'une de nos obsessions avec Pierre-Yves Thou, mon adjoint, avec Thierry Gouvenot, notre patron des compétitions, c'est d'avoir épaule contre épaule dès les premiers jours et si possible dès le premier week-end du Tour de France, les champions, ensemble. Voilà. Après, bien évidemment, si on part de Brest, de Lille ou si on part de Monaco ou de Nice, c'est pas le même tour parce qu'on peut aller bien plus vite dans la montagne. Mais il y a toujours cette alchimie. On a rêvé évidemment à un moment comme vous, l'amoureux du Tour que je resterai toujours jusqu'à ma mort, aurait rêvé d'un duel à 7 secondes près, à 9 secondes près, en référence aux 8 secondes de 1989. Ça c'est du tableau noir. Et pour faire ce lien aussi avec la Formule 1, puisque nous sommes donc sur la grille de départ, quand j'étais gamin, les 2 derniers Grands Prix de Monaco et des États-Unis à l'époque préfiguraient la saison suivante. C'est-à-dire ceux qui gagnaient ces Grands Prix-là prenaient une option sur la saison suivante. Celui qui va gagner le contre-la-montre, ben voilà, ce sera un message formidable pour l'année prochaine. Oui, c'est assez fantastique. On a compris l'attachement de Monseigneur à votre épreuve. Ça veut dire qu'on va revenir un jour ici, au-delà de la Vuelta, parce que là, pour l'instant, on part du Nord, après on part de Barcelone, mais pas tout de suite. Mais dans combien d'années peut-on espérer revoir le Tour à Monaco? Écoutez, voir Victor Langelotti, le grand fils patron d'Umberto Langelotti, patron monégasque du cyclisme, son fils qui est cycliste professionnel, et l'entendre dire et répéter que c'est le grand départ de 2009 qui l'a vraiment incité à devenir coureur professionnel, je trouve ça absolument formidable. Le Tour, il est là pour donner du sourire, il est là pour inspirer les gens, il est là pour les faire rêver, avoir des défis et pourquoi pas les atteindre. Donc que Victor Langelotti soit devenu coureur pro, qu'il fasse une belle carrière et qu'il rêve encore, pour moi c'est formidable parce que c'était un petit gamin qui était là. Merci au patron du Tour d'avoir pris du temps pour nous. Christian Prudhomme, merci à vous. Et merci Christophe.